Une nouvelle vidéo préparatoire au chapitre sur le calcul différentiel. Donc on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on calcule la limite d'une fonction de deux variables en un point et du coup quelles sont les méthodes qu'on va pouvoir utiliser. Alors le problème qui se pose quand on veut calculer la limite d'une fonction de deux variables en un point, c'est que donc on se place en un point du plan. Donc je vais prendre ce point là par exemple. Et donc on veut regarder la limite quand x, y tend vers le point. Le problème étant de savoir comment. Parce que tendre vers ce point, on peut tendre vers ce point comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voyez donc qu'il y a de multiples façons de se rapprocher d'un point considéré. Et le problème, c'est qu'il faut trouver une limite qui soit indépendante de la façon dont on s'approche du point. Donc c'est pour ça qu'on va développer certaines méthodes pour calculer cette limite. Donc d'abord, on va se placer au voisinage de 0, 0. Donc au voisinage de 0, du point 0, 0, on va pouvoir utiliser deux techniques. La première technique, c'est une technique qui utilise les majorations classiques, qui sont très simples à obtenir d'ailleurs, pour les deux premières. Donc on regarde la racine carrée de x2 plus y2. Elle est plus grande que la racine carrée de x2, donc elle est plus grande que le module que la valeur absolue de x. Pareil en y, ça ne change rien. Donc ces deux inégalités-là sont très très simples à obtenir. D'ailleurs, en général, on les utilise telles quelles sans vraiment les justifier. La dernière est un peu plus complexe à obtenir, mais n'est pas indispensable pour les calculs. Très souvent, on peut s'en passer. Elle consiste à remarquer que quand on part de x plus y au carré, c'est une quantité positive parce que c'est un carré, le carré d'un réel. On développe et on passe de x2 plus y2 de l'autre côté. On obtient comme ça que 2xy est plus grand que moins x2 plus y2. Pareil pour l'autre identité remarquable classique avec le moins cette fois-ci. Donc x moins y au carré, c'est toujours le carré d'un réel, c'est positif. On développe. Cette fois-ci, c'est le 2xy qu'on passe de l'autre côté. Et on obtient que 2xy, que là il y a une faute de frappe, est plus petit que x2 plus y2. Donc du coup, mon 2xy, il est compris entre ces deux quantités. Et donc du coup, ce qui est équivalent à dire que la valeur absolue de... Enfin, 2 fois la valeur absolue de xy est plus petite que x2 plus y2. Alors, notez bien que, comme je vous l'ai dit, celle-là, on peut en général s'en passer, et qu'ici, il y a une faute de frappe, c'est pas supérieur, mais inférieur. Donc, quel est l'intérêt de ces majorations? L'intérêt de ces majorations, c'est qu'on va pouvoir remplacer tous les x et tous les y par des x2 plus y2. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et l'intérêt, c'est que quand on dit que xy tend vers 0, en fait, on peut regarder ça en norme. Donc xy tend vers 0, 0. On peut prendre n'importe quelle norme du plan, parce qu'on est dans dimension finie, et donc dire que xy tend vers 0, 0, ça revient à dire, pour n'importe quelle norme, que la norme de xy moins 0, 0 tend vers 0, et donc c'est-à-dire que la norme de xy tend vers 0. Alors la norme habituelle pour nous, c'est la norme 2, c'est pour ça qu'on va souvent l'utiliser, donc ça veut dire que la racine carrée de x2 plus y2 tend vers 0, ou encore c'est équivalent à dire que x2 plus y2 tend vers 0. Donc vous voyez qu'ici on a une série d'équivalences liées à la définition d'une limite. Donc dire que xy tend vers 0, 0, ça veut dire que la norme de la différence tend vers 0. Et donc on obtient comme ça l'écriture qui nous dit que xy tend vers 0, 0 est équivalent à dire que x2 plus y2 tend vers 0. Donc c'est ce qu'on utilise ici. Et vous voyez qu'en cumulant les deux idées, donc les majorations classiques plus cette équivalence-là, on va pouvoir faire des choses plutôt agréables. Donc du coup, on va combiner tout ça avec l'inégalité triangulaire pour faire apparaître des valeurs absolues, de x, valeur absolue de y, pour pouvoir utiliser ces inégalités-là. Et on va appliquer aussi le théorème des gendarmes derrière pour conclure. Notez bien que cette méthode-là va me permettre d'obtenir que ça tend vers 0 et pas vers autre chose. Alors voici un exemple, donc on vous dit de montrer que cette limite-là est égale à 0. Donc on pose xy, enfin on prend xy différent de 0, et on regarde la valeur absolue de notre quantité. On la majore, enfin elle est égale à la valeur absolue du numérateur sur celle du dénominateur, et on majore celle du numérateur en appliquant l'inégalité triangulaire ici sur la valeur absolue de x moins y, et on majore par valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Après on remplace en utilisant les majorations vues plus haut. Donc vous voyez, je ne me suis même pas embêté à prendre le 2xy, je n'ai pas du tout utilisé celle-ci là. J'ai que utilisé les deux premières. Donc j'ai remplacé x, je majore par racine de x plus y2, y, racine de x plus y2, donc tout le monde, sans prendre de gants.
Et à l'arrivée, ben, vous voyez, j'ai que du x2 plus y2 de partout. Donc je peux simplifier ce x2 plus y2 au numérateur avec celui qui est présent au dénominateur. Il ne me reste plus que 4 racines de x2 plus y2. Or, la limite quand xy tend vers 0, 0 de 4 racines de x2 plus y2 est égale à 0. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que c'est équivalent. Dire que xy tend vers 0, 0, ça veut dire que x2 plus y2 tend vers 0. Et donc la racine aussi. Et du coup, le théorème des gendarmes s'applique. J'ai ma quantité de départ en valeur absolue qui est plus petite que quelque chose qui tend vers 0. Donc ma quantité tend vers 0. Alors, notez bien que c'est une technique qui marchera bien, enfin comme toutes les techniques qu'on va voir ici, pour les fractions. Quant au dénominateur, on a du x2 plus y2. Si on a autre chose que x2 plus y2, ce sera en général beaucoup plus compliqué, mais ça m'étonnerait qu'on vous embête avec ce genre de fonction. Alors la technique pour arriver au même résultat, c'est le passage en polaire. Donc l'idée, c'est de remplacer xy par r cos θ, r sinus θ. Et je vous rappelle que quand on passe en polaire, en fait, le r, c'est quoi? C'est le module de x plus y. Donc en fait, c'est racine de x2 plus y2. Donc vous voyez, finalement, ces deux méthodes qui sont assez proches, parce qu'on se ramène dans les deux cas à du racine de x2 plus y2. Donc on passe en polaire, et on a, même propriété que tout à l'heure, dire que xy tend vers 0. En passant à la norme 2, ça revient à dire que le r tend vers 0. Alors après, soit pour finir avec cette méthode-là, soit on va combiner avec l'inégalité triangulaire un petit peu comme la méthode précédente et le théorème des gendarmes. Dans ce cas-là, on pourra montrer que la quantité tend vers 0 et pas trop vers autre chose. Soit on pourra essayer de faire un développement limité en R qui permettra de conclure. Donc je reprends la même fonction que dans l'exemple précédent, en traitant cette fois-ci avec le passage au polaire. Donc je pose mon xy et r cos θ, r sinus θ. Donc mon r c'est le module de x plus y, le θ c'est l'argument de r plus y. Alors pour tout xy différent de 0, ben, je regarde ma quantité et je vais remplacer en passant en polaire. Et j'obtiens en fait r cos θ, sin θ, cos θ moins sin θ. Et toute cette quantité-là, c'est que des cosinus sinus qui sont multipliés et ajoutés. Donc globalement, c'est borné. Alors si j'avais voulu faire plus précis, j'aurais pu dire que c'était plus petit que 2 en valeur absolue. Mais quoi qu'il en soit, c'est un grand taux de R. Et ce grand taux de R tend vers 0. Et donc du coup, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que cette quantité-là tend vers 0 quand R tend vers 0, mais ce qui est équivalent à dire que quand x, y tend vers 0, 0. Donc j'ai bien obtenu la limite que je voulais. Donc vous voyez, là j'ai fait une sorte de développement limité. Alors certes, j'ai pas fait avec un petit taux, mais avec un grand taux, mais ça change finalement pas grand-chose. L'autre manière de faire les choses ici, c'est de considérer que, pareil, on passe en polaire, et on va refaire comme dans l'exemple de la méthode précédente. On va majorer en valeur absolue. Donc pareil, en numérateur, hop, on remplace et on fait apparaître la valeur absolue. Ici, on utilise l'inégalité triangulaire pour majorer le r cos θ plus moins r sinus θ. Donc par ça, le r, on le sort, on le passe devant, on simplifie par R2, et on continue une majoration, cos θ est plus petit que 1, sinus θ est plus petit que 1, et hop, on obtient que c'est plus petit que 4r, et 4r tend vers 0. Donc cette quantité tend vers 0, du coup celle-là, d'après le théorème des gendarmes, tend aussi vers 0 quand r tend vers 0, c'est-à-dire quand xy tend vers 0. 0. Donc après, voilà deux méthodes pour démontrer qu'on a une limite en 0, 0. Donc vous remarquerez que finalement celle avec le développement limité, celle-ci là, peut permettre éventuellement d'obtenir une limite non nulle. Par contre, les deux autres, du fait de l'utilisation du théorème des gendarmes, donc de cette version-là du théorème des gendarmes, donc il nous dit que si la valeur absolue de f de xy est plus petite que g de xy et que g de xy tend vers 0, alors la limite de f de xy égale 0. Donc comme on utilise cette version du théorème des gendarmes, on ne pourra pas obtenir autre chose que 0 comme limite, sauf pour celle-ci. Donc comment faire si on veut absolument utiliser les autres méthodes et obtenir une limite non nulle? Eh bien, si par exemple on veut démontrer ça, le plus simple sera de calculer la limite de f de xy moins 3. Mais comme vous voyez ici, c'est bien quand on connaît la valeur de la limite. Si on ne la connaît pas, eh ben, il faudra d'abord en avoir une idée. Bon, l'autre chose qu'on peut vouloir faire pour une fonction de deux variables, c'est une limite en un point, c'est essayer de démontrer justement qu'il n'y a pas de limite. Donc je me place toujours en 0, 0. Et comment faire pour démontrer qu'il n'y a pas de limite? Comme on l'a vu tout à l'heure sur le dessin, je l'avais effacé forcément, il y a de multiples manières
de s'approcher du point 0, 0. Donc je m'intéresse à ce point-là. Je peux m'en approcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ci, comme ceci aussi. Vous voyez, enfin on peut dessiner, faire autant de dessins qu'on veut. Il y a mille et une manières de s'approcher de 0, 0. Le principe va être de trouver deux chemins. Par exemple, se dire, ben tiens, quand je m'approche de 0, 0 sur ce chemin-là, je tends vers 1. Et quand je m'approche de 0, 0 sur ce chemin-là, je tends vers 0. Et du coup, on pourra dire qu'il n'y a pas de limite, parce que suivant le chemin qu'on prend pour s'approcher de 0, 0, on aura des valeurs différentes. Donc c'est ce qu'on va mettre en œuvre ici. Donc le but étant de trouver deux chemins pour lesquels la limite est différente. Donc ces chemins, il faudra bien sûr les paramétrer. Et pour trouver ces chemins, alors il y a bien sûr, on peut le faire à l'intuition. Souvent c'est assez simple de trouver ces chemins-là d'ailleurs. Mais si on n'a pas trop d'idées, on peut passer en polaire et parfois ça nous aidera à trouver une idée. Donc par exemple, je prends une nouvelle fonction, donc montrer que cette fonction-là n'a pas de limite en 0, 0. Donc quel chemin est-ce que je pourrais prendre? Ben tiens, je me dis que si je gardais que des x, les y disparaîtraient et du coup j'aurais quelque chose de positif ici. Donc je me dis tiens, je vais prendre le chemin f de x0. F de x0, je calcule, ah ben ça fait 2x2 sur x2, donc ça tend vers 2. C'est même égal à 2 en fait. Maintenant, tiens, j'aimerais bien trouver autre chose. Je me dis, et si j'enlevais les x, cette fois-ci, que je prenais les y? Ah bah oui, tiens, je pourrais considérer le chemin f de 0y. Ben, du coup, ça va me faire du y4 sur y2, donc ça fait y2, et ça tend vers 0. Et donc, vous voyez que les chemins que j'ai considérés ici sont ces deux chemins-là. Le premier chemin où on tend vers 0, 0 par là, alors de la droite ou de la gauche, peu importe. Ici, on avait trouvé une limite égale à 2. Et un autre chemin où on tendait vers 0, 0 par là, et cette fois-ci, la limite c'était 0. Du coup, il n'y a pas de limite, parce que la limite dépend de la manière dont on s'approche de 0, 0. Alors, si on ne voit pas ce truc-là auparavant, directement, on peut passer en polaire, comme je disais. Donc, je fais mon changement en coordonnées polaires comme dans les autres exemples. Donc, vous me remarquerez que c'est exactement la même chose que j'écris à chaque fois. Et je calcule mon f de xy. Je passe en polaire. Je développe pour faire apparaître une sorte de début de développement limité. Bon, là, en fait, c'est même égal, c'est pas vraiment un développement limité. Mais, et je vois que ma limite, quand r va tendre vers 0, ce truc-là va disparaître. Ce truc-là va disparaître. Et il me restera le 2 cos carré θ. Donc, du coup, je me dis, tiens, cette limite, quand r tend vers 0, elle va dépendre de θ. Donc, suivant la valeur que je vais prendre pour θ, je vais avoir des limites différentes. Donc, je prends des valeurs différentes de θ. Donc, je prends par exemple θ égale 0. Pour θ égale 0, alors θ égale 0, ça veut dire qu'on est sur l'axe des abscisses. Donc, mon y vaut 0. Donc, j'ai le chemin f de x0 qui va valoir 2, d'après le calcul que j'ai fait là, j'ai pas besoin de refaire le calcul. F de x0 correspond à θ égale 0. Et je trouve directement 2 fois cos carré 0 moins 2r cos 0 sin carré 0 qui vaut 0, plus r carré sin 4 0 qui vaut 0, donc il me reste juste le 2 fois cos carré 0 qui fait 2. Donc ça tend vers 2. Pour θ égale pi sur 2, pour être sûr d'avoir une valeur bien différente, enfin bien différente, de toute façon elles sont différentes, je fais mon calcul. Donc cette fois-ci, si je prends pi sur 2, ça veut dire que je me rapproche suivant l'axe des ordonnées, donc mon x vaut 0 en fait. Et donc du coup, je regarde ce que ça donne. Mais notez bien qu'on aurait pu prendre n'importe quelle valeur. J'aurais pu me dire, tiens, moi je vais prendre θ égale pi sur 4. Donc θ égale pi sur 4, ça veut dire que mon x égale mon y. Donc je calcule en fait la limite de f de x. Et je regarde là-dedans, donc pour θ égale pi sur 4, je remplace. Mais vous remarquez que je n'ai pas forcément intérêt à prendre des valeurs compliquées. Le côté binaire du θ égale 0 ou θ égale pi sur 2 est quand même très pratique, ça enlève vite beaucoup de termes. Donc du coup, j'obtiens en tout cas deux limites différentes, encore une fois, suivant les chemins que je considère. Donc pareil, il n'y a pas de limite quand x, y tend vers 0, 0. Alors j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent « Ouais, mais du coup, ça sert à quoi de faire ça? Parce que du coup, on prend les mêmes qu'au-dessus. » Je suis d'accord avec vous, ça ne sert à rien si on a identifié les chemins au préalable de la correction 1. Si on n'avait pas d'idée, alors le passage en polaire nous permet justement de trouver ces idées-là, de voir quelle est la limite en fonction de θ, se dire tiens, quelle valeur de θ je pourrais prendre pour avoir des limites différentes, et réfléchir après à quel chemin ça correspond dans le plan. Donc après, si vous avez un doute sur le chemin, dites-vous bien que votre θ, il vous donne en fait un angle. Donc θ égale 0, ça veut dire que je suis suivant l'axe des abscisses. Alors on pourrait prendre les négatifs parce que ça correspond à θ égale pi, mais là il y avait un carré.
Après, si je prends θ égale pi sur 4, eh ben, je me rapproche suivant cette droite-là. Donc c'est la droite d'équation y égale x. Si je prends θ égale pi sur 3, je vais avoir encore un autre angle. Et je pourrais regarder ce que donne x et y. Si je prends θ égale pi sur 2, je me rapproche suivant l'axe des ordonnées ici, dans ce sens-là. Etc., etc. Et vous voyez que vous avez quand même le choix dans les angles. Donc quand ça dépend de θ, en général, c'est assez rare qu'on ait une limite unique. Ou alors se dire que vous avez mal calculé avec vos cosinus sinus, qu'il y avait une formule que vous n'avez pas vue. Enfin, pour finir avec cette méthode-là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on cherche une limite ailleurs qu'en 0, 0? Eh ben, on se ramène en 0, 0 en changeant de variable. Donc si on cherche la limite de f de xy quand xy tend vers 3, 2, ben, tout simplement, on écrit x égale 3 plus k, y égale 2, 3 plus h, y égale 2 plus k. Et du coup, dire que xy tend vers 3, 2, ça revient à dire que hk tend vers 0, 0. Et vous voyez qu'on s'est ramené à calculer une limite en 0, 0. Voilà, donc je répète, cette méthode, c'est un truc préparatoire pour le cours sur le calcul différentiel. Ce serait bien de la regarder, d'essayer de la comprendre au mieux.